Oui, allô, Georges Soros? Oui, 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 je suis désolé pour la dernière fois, tu avais raison, j'aurais dû vendre l'ADN de mes abonnés. J'ai reçu plein de compliments pour mon intégrité, mais pas beaucoup de monde m'a donné 1 euro pour soutenir la chaîne comme tu l'avais prévu. Est-ce qu'on pourrait voir la prochaine fois, peut-être pour un partenariat où je vendrai leur âme? Je te ferai un prix, t'inquiète. Ah, pardon, vous êtes là? Ah, je remercie les 110 personnes qui sont abonnées de soutenir la chaîne au moment où j'écris la vidéo. Merci beaucoup à vous. Par contre, si ça continue, je pense que je vais vendre votre ADN, hein. Attention, hein, et je vendrai peut-être mon cul à un parti politique aussi, hein. Je rigole, mais imaginez quand même. Je pense qu'il faudrait songer à s'abonner à la chaîne, hein. Je dis ça, je dis rien. Bref, bonjour à tous les chômeurs, bonsoir à tous les travailleurs. D'après cette stat, 33% des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnés à ma chaîne, donc abonnez-vous si vous voulez plonger dans des sujets qui participent à la destruction de mon image publique. Et on se retrouve aujourd'hui pour essayer de comprendre pourquoi le wokisme est autant mis en avant par les multinationales alors que plusieurs fois ce genre de pratiques ont été soldées par des échecs commerciaux. Et je pense que c'est le bon moment pour en parler vu que c'est le Pride Month, même si je pense que cette vidéo sortira à la fin du mois car j'ai pris une semaine de vacances vu que je suis revenu pour voir ma famille à l'occasion de la fête des pères. Et je profite des derniers instants qu'on a de la vie d'avant car mon odorat me dit que pour septembre... ça sent la merde, hein, septembre-octobre, ça sent pas bon. Et avant de parler de tout ça, il faut revenir un peu dans le passé et parler d'Edward Bernays, le père du marketing et de la propagande moderne. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps dédiée directement à ses plus hauts faits d'armes, donc je serai bref et je conseille pour ceux qui ne l'ont pas vu d'aller voir la vidéo. Edward Bernays, qui est un descendant de Sigmund Freud, est le père de la propagande et du marketing moderne. Son livre Propaganda a été dans la bibliothèque des plus hauts classés nazis et pareil chez les directeurs communistes. On peut lui donner quelques palmarès rapidement, il a bossé pour le compte des États-Unis plusieurs fois, dont au début de sa carrière où il a préparé plusieurs films de propagande en 1917 durant la Première Guerre mondiale où il a fait partie de la commission Créel, créée par le président Wilson, pour mettre sur pied un arsenal mental, une machinerie destinée à retourner l'opinion publique américaine qui était pacifiste et à la préparer à l'entrée en guerre, faisant de la propagande durant la Première Guerre mondiale les prémices d'une science. Voilà, je lis la description Wikipédia rapidement, on se sent informateur. Après cette expérience, il a décidé d'ouvrir un cabinet nommé Direction de publicité ou propagande, mais il change très rapidement le nom de son business en conseiller en relations publiques, car le mot propagande était trop péjoratif et il revendique la paternité de ce titre. Voilà le mec. Et pourquoi ce personnage nous intéresse? Car à la base, on parle de wokisme. C'est tout simplement car durant sa carrière de conseiller en relations publiques, il a été engagé par Lucky Strike, la marque de tabac, afin d'augmenter leurs ventes. Car il y avait un petit problème dans les années 1920, le fait que les femmes fumaient était tabou. Donc c'était quasiment 50% de la population qui ne consommait pas de tabac. Et Edward Bernays a eu plusieurs idées et approches pour changer ce problème. Première approche, jouer sur le physique et l'attirance. Donc sa première stratégie était de vendre les cigarettes comme une aide pour mincir. Au lieu de manger des sucreries et des conneries, il suffit de fumer une cigarette pour garder la ligne et les autorités médicales se mit à encourager de fumer des cigarettes plutôt que de manger des conneries. Et on persuada les ménagères que garder les cigarettes à portée de main était une nécessité sociale. Cette approche était intelligente, mais là, il a eu une idée de génie. Il y avait à l'époque le mouvement des suffragettes, donc un mouvement féministe qui avait des revendications comme le droit de vote, et il s'est dit que pour faire lever le tabou de la consommation de tabac chez les femmes, il serait intéressant de se greffer au mouvement féministe. Et lors du défilé de Pâques à New York en 1929, il a mis son plan en marche. Il engagea des mannequins mais pas des actrices connues car sinon la campagne marketing aurait été flagrante, et ces mannequins étaient répartis dans plusieurs églises pour qu'en descendant les marches, elles allument une cigarette qu'elles appelleraient les torches de la liberté. Tout ça devant des caméras et des journalistes placés à l'avance par Edward Bernays car il avait contacté plusieurs en leur disant qu'un scoop allait arriver s'ils étaient là-bas. Et ces mannequins devaient vendre le fait de fumer comme une émancipation de l'homme et une quête d'égalité. Et ça a marché tout comme la publicité qui suivit et des vagues de femmes se mirent à fumer à travers le pays. Et c'est comme ça que le marketing woke a été créé. On peut faire sauter des tabous en se greffant à des mouvements sociaux et vendre des produits qu'on n'aurait jamais pu vendre avant. Et c'est aussi pour ça que le créateur d'OnlyFans est le plus grand proxénète de l'histoire de l'humanité. Gros respect à lui. Il a je ne sais combien de milliers de dindes qui vendent des photos de leur cul pour l'enrichir et ça passe parfaitement car depuis plusieurs années on vend comme féministe le fait de vendre son corps. Et petit fait drôle, Edward Bernays a été engagé 30 ans plus tard en 1960 pour faire des campagnes anti-tabac, pour jouer sur tous les tableaux pour se faire de la thune. Maintenant revenons à notre époque, pas besoin de vous expliquer qu'on est en plein dedans. Toutes les marques proposent des publicités woke, les films, les séries notamment sur Netflix proposent ce genre d'idées, d'ailleurs c'est des descendants du frère d'Edward Bernays qui possède Netflix. Mais bon, je suis complotiste quand je dis que les gens qui nous dirigent ont tous des liens familiaux comme dans cette vidéo. Mais le problème c'est que dans les séries ils n'ont pas forcément quelque chose à vendre. Je veux dire, quel est l'intérêt pour un producteur de sortir une série avec une horde de cheveux bleus de toutes les couleurs ou d'avoir des hommes, je dirais, artistiques ou flamboyants dedans? Ils vendent pas de teinture pour des cheveux à ce que je sache. Les marques, ok, on pourrait dire que c'est pour bien se faire voir, mais est-ce que c'est vraiment tout? Est-ce que c'est simplement pour bien se faire voir du public? Alors que pourtant le sujet divise et les consommateurs savent très bien que Nike ou les marques de vêtements n'ont strictement rien à foutre des minorités, des LGBT, etc. vu qu'ils emploient des esclaves sous-payés dans des pays sous-développés ou carrément des Ouïghours dans des camps de rééducation en Chine. Et plusieurs fois les campagnes de marketing woke se sont fait ratio sur les réseaux sociaux.
sociaux, je pense notamment à la pub Pepsi avec Kylie Jenner. Et on peut aussi parler du fait que les actions de Netflix sont en train de sombrer dans le néant car de moins en moins de séries de bonne qualité sortent, donc les gens se désabonnent, même s'il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Alors pourquoi les grandes marques s'obstinent sur ce créneau-là? Le truc me trotte dans la tête depuis un moment, voire des années, et j'ai trouvé en fouillant quelque chose de très intéressant. Est-ce que vous connaissez l'ESG? Balek en a parlé rapidement dans cette vidéo, et pour nos abonnés en commun, vous avez sûrement remarqué que notre contenu se rapproche de plus en plus en ce moment. Il ne faut pas avoir peur. Tout simplement quand on discute quotidiennement de ce genre de sujet, et c'est pour le mieux. Et donc je vais décortiquer tout ça, comme à mon habitude, tous les aspects de ce mystérieux ESG. Donc l'ESG, Environmental, Social and Corporate Governance, qu'on traduit critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, est l'une des principales raisons de pourquoi la culture woke est mise en avant par les grosses entreprises. Donc cette ESG est une sorte de notation qu'on applique à des entreprises cotées en bourse pour savoir si elles respectent l'environnement, si elle a des bonnes relations avec ses employés, et en simplifiant, en extrapolant, si tu mets en avant l'idéologie woke en général dans la catégorie sociale. Et cette note va décider de ton potentiel à être investissable. Il faut savoir que les plus grosses compagnies d'investissement, celles qui possèdent quasiment tout le marché comme BlackRock, n'ont le droit d'investir uniquement sur des entreprises avec un certain score d'ESG. Ceci doit commencer à vous mettre la puce à l'oreille. Si tu reçois une mauvaise note d'ESG, tu te fermes un sacré paquet de pognon, puisque les plus gros investisseurs sur le marché ne pourront pas poser un billet chez toi. Donc l'ESG est un moyen de soumission pour que les entreprises s'alignent sur des critères subjectifs comme les critères sociaux. Et pour les critères environnementaux, j'imagine que tu peux gruger, car je ne vois pas en quoi Apple, qui sort je ne sais combien d'iPhone par an pour ses consommateurs et écologiques, quand on sait comment est extrait les minéraux pour fabriquer un téléphone, c'est-à-dire par des petits Africains dans des mines sans protection avec des gaz toxiques très nocifs où ils ne verront certainement pas l'âge adulte. Et que l'obsolescence programmée qui règne en maître à notre époque permettrait, si on avait de vrais produits qui durent dans le temps, de réduire considérablement notre empreinte écologique sur le monde. Ces entreprises te parlent de sauver la planète, mais font en sorte de te vendre de la merde qui explose volontairement pour que tu en rachètes. Il y a encore une ampoule qui fonctionne après 100 ans et les constructeurs à l'époque ont décidé d'arrêter d'en fabriquer car ce n'était pas assez rentable. Ils avaient même formé une sorte de cartel, ils se mettaient des amendes entre eux si l'espérance de vie d'une ampoule d'un concurrent dépassait les 1500 heures. Mais revenons à l'ESG, tu dirais que par exemple Tesla devrait potentiellement avoir une meilleure notation qu'Apple, les voitures électriques c'est écologique, du moins dans les discussions mainstream, car même problème que pour Apple, les batteries au lithium ne poussent pas sur des arbres et le procédé d'extraction encule la planète. Mais bon, faisons comme si on était un trépané de boomers avec les neurones grillés par les ondes qu'envoie la télévision 24 heures sur 24 et qu'on croit vraiment que les voitures électriques c'est écologique. Eh ben on se rend compte que Tesla a un moins bon score d'ESG qu'Apple, un score moyen de 29 alors qu'Apple est à 16. Et si on regarde le détail, on voit que Tesla se fait surtout baiser sur son score social, 16,2, soit le score total d'Apple. Pourquoi à votre avis Tesla se fait démonter sur son score social? Tout simplement car Elon Musk ouvre trop sa gueule sur les réseaux sociaux et que cette espèce de monstre est pour la liberté d'expression. Bon après c'est pas non plus le mec le plus connu pour avoir des meilleures relations avec ses employés. Et avec cette découverte de l'ESG, mon cerveau surdéveloppé a commencé à faire des connexions. Déjà Apple parle du fait sur leur site qu'ils veulent level up leur score environnemental pour préparer 2030. On viendra sur cette année dans une future vidéo qui est une année clé pour les gens qui nous dirigent. Je peux juste vous dire que les golems ne sont pas prêts pour 2030. Ce que vous avez vécu ces dernières années n'était que la bêta-test de votre futur. Il n'y a pas qu'Apple qui parle de 2030, il y a aussi Google qui se prépare pour cette fameuse année. Et énormément d'entreprises, je veux dire quasiment toutes. En tout cas, avec cette information en tête de l'ESG, j'ai décidé de méditer là-dessus. Et là, tout est devenu plus clair. Pourquoi en 2017, on a eu l'Apocalypse sur YouTube? Pour rappel, PewDiePie, l'un des plus gros youtubeurs mondiaux, avait fait une vidéo dans cette période où il avait engagé sur Fiverr des Indiens pour qu'ils écrivent « Tuer tous les juifs » sur une pancarte. Il avait fait ça pour tester les limites de ce que tu pouvais faire sur Fiverr en payant quelqu'un, mais les investisseurs n'ont rien voulu savoir et ils ont cancel massivement YouTube en retirant toutes les publicités et plus aucun youtubeur n'était capable de faire de l'argent sur la plateforme. Et pour refaire venir les investisseurs, YouTube a dû faire des concessions. Et cette concession était le système de démonétisation des contenus tendancieux. Car avant ça, sur YouTube, tu pouvais dire quasiment n'importe quoi et être monétisé. Ce n'est plus le cas maintenant. Et ça correspond à la catégorie sociale de l'ESG. Pour que les investisseurs puissent continuer à investir chez Google, il fallait un meilleur contrôle du contenu. Malheureusement, YouTube n'est pas coté en bourse, mais est regroupé dans l'action de Google. Donc j'aurais bien aimé voir le score d'ESG de YouTube avant l'Apocalypse, puis celui après avoir mis les mesures de démonétisation, mais bon. Quelque chose me dit qu'il est level up. Car les publicitaires en ont strictement rien à foutre d'à quel endroit leur pub passe en réalité. Cette indignation n'est qu'une excuse car la télévision y paye un créneau horaire et s'en branle. Les pubs passent devant des news d'attentats avec des dizaines de morts voire des centaines et je repense toujours à cette fameuse pub pour un burger collé juste avant un reportage sur des enfants siamois. Cheeseburger minis and Rodeo minis. And right now you can get a mini plus 4 fries and a small Coke for just $4.95. Hungry Jack's makes it better. You're very special little girls. Next on 60 Minutes. Il n'y a aucune news positive à la télévision, tu vois des trucs pires que sur YouTube, des cadavres, la guerre, etc. Pourtant ça les emmerde pas et ils payent beaucoup plus d'argent pour passer à la télévision que sur YouTube, facilement 10 fois plus. Alors pourquoi ils ont fait les fines bouches sur YouTube? Tout simplement car ils savent très bien que la télévision est entièrement contrôlée et que rien ne remettra en cause leur pouvoir là-bas. Les journalistes enquêtent uniquement sur ce qu'ils ont le droit d'enquêter, sinon ils se font virer dans le quart d'heure ou mettre en prison comme Julian Assange. Il va d'ailleurs bientôt se faire extrader aux États-Unis pour croupir dans une cellule jusqu'à la fin de sa vie. Alors que sur YouTube, des millions de personnes sur lesquelles ils ont aucun
aucun contrôle, peuvent parler d'absolument ce qu'ils veulent. Donc il fallait mettre en place un système de contrôle sur YouTube et sur les réseaux sociaux en général pour empêcher les gens qui n'ont pas un avis mainstream de ne pas pouvoir gagner leur vie. Car en faisant ça, ils savent très bien que peu de personnes décideront d'ouvrir leur gueule puisqu'ils ne pourront pas en vivre et même avoir leur futur ruiné. Mais tu peux pas simplement décider de censurer les informations comme ça serait mal vu par le public. Et c'est là qu'intervient l'idéologie woke. T'accuses des personnes d'être tous les mots finissant par phobe et tu pourras maintenant censurer n'importe qui avec les bénédictions du public. Même si c'est faux et on n'a pas de zététiciens pour leur demander leur source cette fois-ci. Et YouTube maintenant a enlevé les dislikes, soi-disant pour protéger les gens du harcèlement. Mais le seul truc qui protège réellement, c'est les politiciens ou les pubs des entreprises qui se font ratio jusqu'à l'infini sur la plateforme. Et même leur YouTube Rewind de merde. Car les créateurs voient encore combien il y a de dislikes sur leurs vidéos, donc c'est des conneries. Et vous pouvez aussi télécharger cet add-on sur votre moteur de recherche pour faire réapparaître les dislikes sur YouTube, si vous l'avez pas déjà fait. Et deuxièmement, je me suis toujours demandé pourquoi on avait un mois entier, le Pride Month, dédié à la communauté LGBT. Comme si un jour ou une semaine ne suffisait pas. Car j'arrivais pas à comprendre pourquoi les entreprises balançaient autant de pognon en publicité durant cette période, alors que pourtant la communauté LGBT ne représente qu'une petite portion de la population. Mais en prenant en compte maintenant le SG, tout devient plus clair. C'est comme sur certains jeux comme Call of Duty où tu as une semaine double XP pour prendre des niveaux rapidement. Le Pride Month, c'est le mois entier où les grosses entreprises peuvent faire monter rapidement leur score de SG en balançant de la pub woke à foison. La communauté LGBT n'est pas majoritaire et je doute qu'il soit rentable sur les milliards qui balancent en pub durant cette période. Alors avant, je pensais simplement qu'ils s'achetaient une bonne image durant le Pride Month, mais en fait, ils améliorent aussi leur score ESG pour attirer les investisseurs. Et bien sûr, comme d'habitude, tu n'auras pas toute cette bienveillance du Pride Month mis dans les pays où l'homosexualité est pénalisée. Ils ont mis en place ce système pour faire du profit, car l'humain lambda préfère investir dans des choses qui œuvrent pour l'environnement, pour l'égalité, bref, toutes ces belles choses qui font que tu es une bonne personne et aussi comme mécanisme de contrôle. C'est incroyable, et si on continue à creuser, c'est même pas fini, il y a des dingueries encore plus abusées. En économie, on va dire que la règle de base, même si c'est pas forcément vrai, c'est que la rareté fait le prix du produit. Imaginons qu'il y ait 100 voitures dans le monde d'une certaine collection, elles vont se vendre environ 50 000 €. Mais dans le temps, ce nombre de voitures passe à 10 exemplaires car certaines personnes ont des accidents, certaines voitures tomberont en panne, bref, la valeur de cette voiture de collection va grimper en flèche car maintenant il y a moins d'exemplaires. La bourse c'est un peu pareil, prenons l'action d'Apple et disons qu'il n'y a que 1000 actions de disponibles, même si c'est faux, c'est juste pour l'explication. S'il n'y a que 10 actions achetées sur la totalité, la valeur sera assez basse car il restera encore 990 disponibles. Mais à l'inverse, s'il n'y reste plus que 10 actions disponibles à acheter, cette fois-ci le prix sera plus grand. Et tu fais de l'argent en bourse car tu penses que d'autres personnes après toi achèteront des actions et tu pourras les vendre plus cher à ce moment-là. La valeur d'une action est purement fictive et un ressenti de ce que les gens pensent, d'où le phénomène des bulles. Tout le monde pense qu'une entreprise est en train de tout niquer car elle annonce des trucs de ouf pour le futur, donc tout le monde en achète, ce qui fait monter le prix rapidement et l'entreprise devient surcotée en bourse. Et c'est au moment où les gens réalisent que l'entreprise ne performe pas comme il espérait que la bulle éclate et que le prix crache car tout le monde vend. Bref, pourquoi j'explique ça? C'est parce que les grosses entreprises font ce qu'on appelle du buyback d'actions. Et accrochez-vous, on part dans un sacré délire. Donc imaginons que tu es le CEO d'Apple, que tu es à la conférence avec tes principaux investisseurs, car les grosses entreprises fonctionnent comme ça, un membre de la conférence possède 10% des actions de l'entreprise, l'autre 20%, etc. Ils ont accès à un glitch qui leur permet d'avoir de l'argent littéralement gratuitement. Ils peuvent aller à n'importe quelle banque ou réserve fédérale et demander un crédit, disons, 2 milliards de dollars pour quasiment 0% d'intérêt. Et de toute façon, s'il y a des intérêts sur le crédit, ils peuvent les déduire de leurs impôts. C'est la première dinguerie. Mais là, on arrive sur l'info stratosphérique. Ils peuvent utiliser ce milliard pour racheter les actions de leur entreprise, faire monter le prix de l'action et par conséquent augmenter le pognon de tous ceux qui possèdent des actions. C'est ça qui s'appelle du buyback. Et bien sûr, le fait que la réserve fédérale ou les banques t'autorisent à faire un crédit dépend de certains critères, comme la rentabilité de ton entreprise, les prévisions du profit que tu vas engendrer, etc. Mais vu que ces critères dépendent aussi de l'ESG comme on a pu le voir juste avant, car les gros investisseurs ne peuvent investir chez toi uniquement si tu as un bon score, tu comprends que pour avoir accès à ce cheat code pour avoir de l'argent gratuitement, tu dois avoir un bon score de ESG et par conséquent mettre en place une doctrine woke dans ton entreprise. Bien sûr, ils ne peuvent pas se turbo-endetter à l'infini, il y a une limite à ça, mais il n'empêche qu'ils ont accès à ce truc complètement stupide. Ça explique énormément de choses. J'avais jamais compris pourquoi tout le système américain s'était déchaîné sur Donald Trump pour le pourrir à ce point alors que c'était un capitaliste. C'est un milliardaire, il voulait relancer l'économie, donc pourquoi ils l'ont éclaté et détruit son image? Les études ont montré que 91% des news durant son mandat étaient négatives, et c'était pareil dans chaque pays du monde entier. Et en fait, j'ai appris que Donald Trump voulait empêcher les grosses sociétés de racheter leurs actions avec des crédits à 0%. Il voulait que les grosses sociétés utilisent ce pognon pour réinvestir dans d'autres petites sociétés ou entreprises pour les booster afin de faire tourner l'économie et que ça reste pas dans un circuit fermé. Et là, tous les astres s'alignent. Trump voulait retirer aux grosses entreprises un glitch qui leur permet depuis des décennies d'avoir de l'argent gratuitement. Et qui possède des médias? Des milliardaires. Mais surtout, comment sont financés les médias, que ce soit la télévision ou internet, via la publicité. Et qui paye ces publicités? Les grosses entreprises. Donc là, je pense que vous commencez à comprendre comment ce système fonctionne. Cette mise en place de la culture woke pour les gens qui nous dirigent aurait été une aubaine et un moyen de contrôle comme on en a jamais vu. Car toutes les entreprises veulent faire du profit, elles sont donc toutes obligées de se plier à l'ESG. Il n'y a aucun point négatif quand tu veux faire de l'argent de ne pas adhérer à ce système. Tu te fais bien voir car tu es woke et tu as même accès à de l'argent gratuitement. Deuxièmement, tu crées un système autoritaire où tu peux faire taire les avis dissidents qui critiquent ce système en les traitant de tous les mots qui finissent par phobe. Même si c'est faux, et c'est là que le système est magnifique et ultra bien pensé. On a vu l'exemple de Donald Trump, il est raciste, homophobe, suprémaciste blanc, bref, la totale. En réalité, il s'attaque
s'attaquer juste à leur pognon. Et tout le monde veut être une bonne personne, se faire bien voir pour rentrer dans le moule. C'est bon pour le business, car si tu finis par te faire cancel, bye bye les partenariats, bye bye les sponsors. Tu critiques le système, hop, tu es démonétisé sur YouTube. Si tu travailles en entreprise, tu te fais virer de ton taf pour un tweet. Ils font en sorte que ce ne soit pas économiquement viable pour toi de critiquer le système, comme ça les gens rentrent dans le moule et feront très attention de ne pas faire un pas de travers pour ne pas se faire attraper par l'inquisition. Et vous avez vu comment les gens s'expriment maintenant. On doit faire 6 pages de disclaimer avant de parler, rajouter avant chaque discussion. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça, mais en fait on ne peut plus s'exprimer normalement. Dès qu'on s'exprime en public, on doit faire attention à chaque mot comme si on était en train de désamorcer une bombe. Et en tant que bon toutou, on t'encourage même à dénoncer tel ou tel influenceur pour que ses partenariats l'annulent. Alors qu'ils embauchent des putains d'esclaves dans des usines, dans des pays sous-développés pour te vendre leur merde. Ouh là là, je peux pas faire un feat avec Bruno le Salé, hein. Franchement c'est chaud. Hein. Oui allô? Quoi? L'usine à Shanghai a brûlé, il y a eu 400 morts? Putain, fait chier, on est assuré au moins? Et c'est là que des associations comme Sleeping Giants ont été créées. Ce sont des bénévoles qui, durant leur temps libre, vont directement contacter les marques pour leur dire que tel ou tel influenceur a dit des trucs pas bien, donc du coup il faut annuler les partenariats. Je crois que j'ai jamais vu des aussi gros losers, et d'ailleurs je suis bloqué depuis des années par leur Twitter. Alors que je les ai jamais cités, j'ai jamais parlé d'eux, etc. Mais bon, ils pré-bloquent parce que ce sont en fait des petites merdes, voire même des petites salopes, hein. Voilà, faut dire les termes. Et bizarrement, cette association a été créée quand Donald Trump a été élu en 2016. Sûrement une coïncidence, hein, et un coup du hasard. Je suis sûr que les têtes pensantes de ce projet n'ont absolument pas été influencées ou reçu un billet par les multinationales afin de mettre en place la cancel culture, car Trump voulait leur retirer leur infini money glitch. Donc voilà pour l'ESG, je pense que j'ai fait une bonne introduction sur ce sujet-là, et j'espère que ça vous intéressait d'en apprendre plus. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager et à vous abonner, et surtout à me rejoindre, hein, sinon je vais vendre votre ADN. Sinon on se dit à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo, bonne journée à tous les chômeurs, bonne soirée à tous les travailleurs, salut mes potes. C'est rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Et il est bon, hein? Si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur.